Pour le deuxième sujet, devrait-on tous parler parisien? À l'affirmative, j'appelle Mona Affolder et Abdel Samad Amzir. Mesdames, messieurs, françaises, français, françoises, François. Ici, c'est Paris. Répétez après moi. Ici, c'est... Yes. Plus énergique. Ici, c'est... Strasbourg. Voilà. Il y a des Strasbourgeois dans la salle. Alors, parler parisien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Alors, j'ai fait des recherches. Je suis allé me renseigner chez le grand philosophe et chercheur Wikipédia. Et j'ai trouvé que pour certains linguistes, il est difficile de parler d'accent parisien dans la mesure où la norme du français est généralement attribuée à la bourgeoisie. La bourgeoisie de Paris. Un accent étant l'écart par rapport à cette norme. Nous connaissons tous la tour de Babel. Alors la tour de Babel, c'est une tour qui a été construite par un peuple qui était uni et qui parlait le même langage. Ça nous montre juste que ils parlent tous le même langage, ils se comprennent et ils avancent ensemble. Donc, ils voulaient construire une tour pour monter jusqu'aux cieux. Mais là, Dieu dit... Vous vouliez m'atteindre, alors vous serez punis pour cela. Après ça, ils ne parlaient plus le même langage. Ils étaient divisés, écartés aux quatre coins du monde. Donc, en gros, une seule langue unique, ça peut nous aider à faire de grandes choses, mais plusieurs langues, ça commence déjà à nous séparer, plus qu'autre chose d'ailleurs. Petite, je me souviens que les premières leçons dont je me souviens ne furent pas celles de géographie ou alors de maths, mais plutôt de grammaire et de conjugaison. Mes années de primaire ont servi, outre à apprendre des codes d'Autriche d'un jeu DS par cœur, à enrichir principalement mon vocabulaire. Mais pourquoi s'être acharné à apprendre des exceptions du français à une enfant de 8 ans qui allait de toute façon s'exprimer en abréviation et en Word in English 10 ans plus tard? De plus, en fait, on a aussi veillé à ce que ma prononciation soit la plus neutre possible, la plus dénuée d'accent alsacien possible. Et maintenant, en fait, on croit savoir pourquoi. Par exemple, prenons un Marseillais, avec l'accent marseillais, qui va monter dans le nord, chez les ch'tis. Hein? Et qui se retrouve devant un employeur, et qui lui parle avec son accent. L'employeur va le discriminer, va lui dire « Je comprends pas ce que tu dis ». Malgré qu'il est capable de lui apporter de l'argent, de développer peut-être sa société. Mais non, il y a la barrière de la langue. Alors que si on parlait tous parisien, pas de discrimination, un monde heureux. Oui, c'est ça en fait. En gros, ce que tu me dis, c'est que notre façon de parler en dit long sur notre origine culturelle et sociale. Un accent révèle un passé, une histoire unique. Mais dès qu'on sort de notre zone de confort, il peut vite être source de discrimination, de moquerie. Alors ça peut aller de la simple raillerie, ne faites pas les innocents, l'accent marseillais, tu viens le faire et on l'a tous fait une fois dans notre vie, ou au refus d'emploi, car l'accent du postulant ferait tâche avec celui du client, par exemple, un peu comme tu nous l'as expliqué. On vit dans une société où l'accent est devenu plus handicapant qu'enrichissant, d'où l'importance de parler le parisien. Cette langue, se rapprochant peut-être le plus du français conventionnel, est la plus connue du grand public, car les institutions de service public, comme la radio ou la télévision, se sont installées dans la capitale, propageant ainsi la langue de la noblesse parisienne, d'une classe supérieure assumée, et non celle des paysans de province. En fait. On a donc pris pour acquis un dialecte que les médias ont diffusé. C'est pour cela que Abdel Samad et moi sommes convaincus de l'importance capitale de parler la langue de la bourgeoisie qui se traduit maintenant par des expressions typiquement parisiennes, comme un serveur impoli qui devient serveur cash et un appartement moche qui devient un appartement fonctionnel. Ne pas le parler, c'est se ranger involontairement dans la catégorie plouc provincial. Et personne n'a envie d'être moqué comme cela. Et que fait l'être humain pour s'intégrer dans une tribu ou un groupe social, une communauté? Il imite. Parler parisien assure non seulement une appartenance à l'échelle de la capitale,
mais aussi au peuple français rayonnant le plus à l'international. Demandez à un étranger de décrire un Français. Il vous décrira une personne avec un béret, avec une petite marinière, qui fume, qui boit du café et surtout qui est impoli. Eh bien oui, là c'est un Parisien en fait qui va décrire. Qu'on le veuille ou non, le mode de vie français est encore très résumé à celui de Paris. À cette question, devons-nous tous parler parisien? À cette question, je réponds oui. Non, c'est pas fini. Presque, bientôt. Oui. Non pas pour gommer peu à peu nos différences, mais pour que ces différences ne constituent pas un obstacle insurmontable. Pour que nous puissions conserver une voie, un canal de communication, toujours ouvert. Un dialogue. Une voie commune qui nous a permis ce soir-là, du moins nous l'espérons, de vous divertir en vous faisant réfléchir. Voilà, merci. À la négative, j'appelle Céleste Nonnenmacher et Maxime Blandin. Chers membres du jury, cher public, devrait-on tous parler parisien? Vous entendez cette phrase? Devrait-on? Pas peut-on ou pourrait-on, mais devrait-on. Du style, demain, vous vous réveillez, vous ne parlez plus français, mais parisien. Pas le choix. Genre, Paris, c'est tellement au-dessus du reste du monde que le français, l'allemand, l'italien, tout ça, ça n'existe plus. Mais mettons, ok, on va parler parisien. Du coup, avec Maxime, on a cherché ce que signifiait parler le parisien. Parce que si le parisien existe, s'il est une langue, alors cela signifie qu'il existe des cours de parisien, une grammaire du parisien, un dictionnaire du parisien. Et là, grand blanc, genre Éric Zemmour encore plus blanc que blanc. Nous allons prendre 2 exemples. Le premier, en 1848, où Alexandre Dumas, fils, l'auteur de La Dame aux Camélias, écrivait « Dieu a inventé les Parisiens pour que les étrangers ne puissent rien comprendre aux Français. » Indice, pas très... Mais... Seconde exception, 30 ans plus tard, en 1878, date à laquelle Lucien Rigaud écrivait « Le dictionnaire du jargon parisien ». Du coup, on a cherché la définition de jargon, dans le très parisien Larousse. Et là, attention, jargon. 2 points, ouvrez les guillemets. Vocabulaire associé à une profession, à une discipline ou à une activité quelconque, généralement inconnu du profane, argot de métier, aussi appelé charabia. Et là, avec Céleste, on se regarde, et Céleste, regarde-moi s'il te plaît, et on se dit qu'en gros, si demain on nous oblige à parler le parisien, cela signifierait qu'on nous oblige à parler la langue d'un métier, le métier de parisien, dans un langage approximatif, incorrect, et que personne ne comprend. À l'inverse, une langue fait référence à une nation, à un peuple, à une histoire. Et si le parisien est un métier, comment peut-il faire référence à tout cela à la fois? Attention, on ne dit pas que parler parisien, vivre à Paris, n'est pas un job en soi. Parce que gérer le stress, insulter les gens, affirmer à qui veut l'entendre que les Parisiens sont au-dessus des provinciaux, c'est un job en soi. Mais ce n'est certainement pas une langue. Alors parler parisien, être obligé de parler parisien, c'est d'une arrogance folle. Pourquoi? Parce que cela signifierait qu'on met Paris à la base de tout. Que soi-disant, parce que Paris est magique, que notre seule façon d'exister dans ce monde résiderait par l'adoption de ce charabia. Et croyez-nous, dans le domaine, il y a de quoi faire. Nous allons faire une petite démo inspirée d'un récent article du magazine Brain. Maxime, plutôt qu'une raclette, tu préfères pas qu'on se fasse un Bouddha Bowl? Je digère pas le lait. Oui, mais alors au Batignolles, hein, pour l'esprit village. Sinon, en attendant, goûte-moi ça. C'est un petit vin d'Ardèche, naturel, sans sulfite, de petits producteurs que j'ai acheté chez mon producteur bio indépendant. Sérieusement, vous avez vraiment envie qu'on vous oblige à parler comme ça? Tout ça, alors qu'au quotidien, on parle l'une des plus belles langues au monde. Une langue qui s'est construite au fil des siècles, modelée et modelant le monde, les arts, le vivre ensemble. Alors oui, c'est vrai, parler le parisien, c'est classe, parce que Paris, c'est la mode, le cinéma, la culture. Oui, c'est vrai, mais tout ça, ce n'est pas une langue. Au mieux, une attitude. Et encore.
et la mode, parlons-en. Galliano, Lagerfeld, au-delà de leurs origines, qui ne sont certainement pas parisiennes, comme 80% des Parisiens, qui sont soit provinciaux, soit étrangers, ces personnes-là, ils parlent d'autres langues. Ils parlent français, allemand ou italien, mais certainement pas parisien. Le cinéma, Paris, la ville du cinéma, sérieusement, vous savez qui finance le cinéma aujourd'hui? Eurimage et Europe Créative. 2 institutions qui sont basées à Strasbourg. Mona, Abdel, quoi que vous puissiez dire, imposer de parler le parisien, c'est non seulement ridicule, mais aussi dangereux. Pourquoi? Pour 3 raisons principales. La première, accepter qu'un petit groupe d'individus autoproclamés comme supérieurs puisse imposer ses règles et son langage au reste de la société. Que Paris, et seul Paris, soit la France, et qu'à ce titre la France soit obligée de parler un langage qui n'est pas celui de son histoire. Que signifierait d'être strasbourgeois ou d'être toulousain? Les ch'tis, la Corse, on en fait quoi? Sans aucune autre identité, sans aucun autre droit que de celui de se soumettre, en acceptant d'effacer sa culture et son héritage sous l'occupation d'une langue étrangère. Je me demande bien qui parmi vous ici m'obligera à dire pain au chocolat plutôt que chocolatine. Car il faut l'avouer, c'est quand même bien un complexe de supériorité des Parisiens sur les provinciaux. Deuxième argument. en imposant de parler le parisien, on renie aussi tous ces gens qui, vague d'immigration après vague d'immigration, ont construit la France que l'on connaît aujourd'hui. On a tous des origines différentes, et le nier serait ridicule. Aujourd'hui, on est stigmatisé par nos différences. Et au nom de l'identité nationale, on devrait tous se grouper et parler parisien du jour au lendemain. On ne renie pas l'unité nationale, mais on rejette la hiérarchisation entre capitale et provinciaux. Troisièmement, notre propre identité. Car oui, je parle de vous. Chacun ici possède sa propre identité. Mais alors, me diriez-vous, qu'est-ce qu'un tout parisien? Chacun ici possède ses propres spécificités de langage, hérité de sa famille, hérité de ses origines et hérité de ses expériences. Dans ces conditions, comment voulez-vous que l'on parle tous parisien? Notre identité ne serait plus la même si nous étions obligés de nous séparer d'une histoire et d'un mode de pensée pour parler dans une langue qui nous serait imposée, dans un mode de pensée qui nous serait imposé. Jean-François Gravier a publié en 1947 un ouvrage qui est intitulé « Paris et le désert français ». Que faut-il y comprendre par cela? Que seul le Parisien vaut la peine d'être utilisé? Et que la France n'est rien sans lui? Eh bien, je vous réponds que non. Il n'existe pas de désert français qui vaut la peine d'imposer une langue unique. Car nous possédons tous plusieurs cultures, car nous possédons tous plusieurs histoires, et car nous possédons tous plusieurs identités. alors, on va vous poser une question pour conclure. Vous êtes fiers de vos familles, de vos identités multiples, de vos origines. Seriez-vous prêts à vous laisser effacer, à vous laisser soumettre par des Parisiens qui se croient supérieurs à vous? Nous, clairement, non. Et c'est pour cela que personne ne devrait nous imposer de parler le parisien. Merci à vous. Je vais demander aux jouteurs de revenir au centre pour les questions du jury, s'il y en a. J'ai une question pour les jouteurs à l'affirmative. Aussi problématique qu'est la francophonie, est-ce que vous voulez obliger les peuples, ou en tout cas les pays qui font partie de la francophonie, de parler le parisien? Alors, l'idée, c'était pas d'obliger les personnes à parler parisien, mais c'est de savoir parler parisien, afin de faciliter les choses et de la compréhension avec tout le monde. Vous avez fait un peu d'hors-sujet, laissez-moi le dire. Le sujet, c'était, doit-on savoir parler parisien et pas être parisien? Il y a une différence entre parler et être parisien. Mesdames et messieurs, je vous dis,
Est-ce que ça vous arrangerait de parler parisien pour un entretien d'embauche? Genre, on vous propose 5 millions d'euros par mois. Hein? Je sais pas, sans doute. Sans doute. Peut-être ici? Oui, c'est sûr. Pareil. Je sais pas. Peut-être là? Vive Paris! Allez! Vive Paris aussi. Peut-être là? 5 millions, je parle même chinois. Ouais, moi je parlerai parisien. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. En fait, il y a un cadre légal que je vais rappeler, c'est qu'il y a 25 critères de discrimination qui existent aujourd'hui. Et parmi ces critères de discrimination, un des derniers, c'est la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. Est-ce que si dans un entretien d'embauche, vous êtes employeur et si la personne a les compétences requises pour le poste, vous refuseriez quelqu'un qui ne parlerait pas le parisien? Si j'ai bien compris, c'était... est-ce que je refuserais une personne qui parle avec l'accent marseillais ou autre à un entretien d'embauche? Il faut savoir que parler parisien, à l'époque, c'était pour les nobles. Du coup, c'était pour la haute... pour les personnes... voilà, à l'époque. Et les paysans et les autres parlaient une autre langue. Donc les Français étaient représentés par la langue parisienne. Donc du coup, je pense que parler parisien, c'est parler français. Alors, peut-être que tout à l'heure, pour vous, on a fait un hors-sujet, mais je pense justement, déjà, premièrement, que une langue, un langage, c'est ce qui base une identité, c'est ce qui base une nation. On peut le voir avec, c'était un peu hors-sujet, mais on peut le voir un peu avec le Printemps des Nations au 19e siècle. On peut voir que ce qui a fondé une nation, c'est leur langage. Alors on ne peut pas dire que ce qui fonde les Parisiens, c'est pas forcément leur langage, et ce qui fonde, par exemple, les Toulousains ou les Strasbourgeois, c'est pas forcément qui parlent toulousain ou strasbourgeois. Non, notre identité, notre être, c'est-à-dire être parisien, c'est forcément lié au savoir-parler parisien. Non, moi j'ai juste envie de dire Strasbourg est magique. Les résultats. La deuxième joute. Devrait-on tous parler parisien? Ça a été très compliqué. En fait, le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord. Et donc, nous avons décidé que Mona et Abdel Samad et Céleste et Maxime étaient ex aequo. Nous n'avons pas réussi à vous départager. Nous vous avons trouvé à chaque duo de jouteurs des talents, des enjeux, des éléments de conviction, d'argumentation, mais aussi une capacité à aller vers le public qui fait que nous n'avons pas réussi, puisque vous aviez les uns et les autres des qualités, les unes et les autres des qualités, et donc nous n'avons pas pu vous départager. Donc félicitations, vous êtes ex aequo.